La transmission, vous le savez, c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu au niveau de chacun des actifs. Je transmets un savoir-faire. Je fais en sorte que chez Mersenne, Carbone Lorraine, alors Thomas Farkas, qui est directeur de la stratégie, n'a pas pu se joindre à nous, mais il nous parlait d'une communauté de mélangeurs, comme ça existe dans beaucoup de secteurs, dans le parfum, dans les spiritueux. Sont des mélangeurs de matières premières pour obtenir du graphite de très haute qualité qui est utilisé dans des moteurs ou avec des contraintes de température et de pression très très fortes, dans des éoliennes par exemple, ou dans des moteurs industriels. Et ces mélangeurs, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine. Ils sont capables de choisir, y compris des pétroles ou des liants, des pétroles en fonction du puits d'extraction, de la date d'extraction du pétrole. Enfin, c'est à peine s'ils goûtent pas le pétrole pour savoir s'ils vont le mettre dans leur mélange. Donc évidemment, ces personnes-là, c'est quand même des actifs clés. Il faut et là aussi, il y a énormément de leviers qui ont été mis en place pour les fidéliser. Et c'est pas simplement des leviers autour de leur métier, c'est le levier autour de leur place dans la prise de décision. Et puis c'est un enjeu au niveau de l'entreprise elle-même. Au-delà des actifs, c'est la succession de l'entreprise. En France, il est estimé qu'un tiers des dirigeants ont plus de 50 ans, que dans les 15 ans à venir, c'est 1 million d'entreprises qui, uniquement pour des raisons d'âge, dont les dirigeants vont devoir passer la main. Et ces 1 million d'entreprises, ça concerne de fait chaque année, dans ces 15 ans qui viennent, 500 000 salariés par an. Donc en fait, la transmission, c'est quasiment une cause nationale, dès maintenant. C'est un thème difficile à traiter, parce qu'en fait, on sait bien que ce qu'on transmet, c'est l'immatériel, justement. Alors comment on transmet l'immatériel ? On a dit qu'il y avait des porteurs, que ça venait de très loin, alors c'est compliqué, forcément, à transmettre. On s'est attaqué au sujet, tout de même, on a relevé le défi, et effectivement, on a fait le passage par à la fois la sémantique, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de transmission? Et en fait, il y a beaucoup de craintes d'abandon, étymologiquement, de terre brûlée. J'ai repris des termes qui avaient été évoqués dans le débat, de désir d'immortalité, de réticence individuelle, de crainte du renoncement. Hein, j'ai un peu remis les idées. Et donc, c'est à la fois le champ, ce champ lexical, et puis aussi s'inspirer de qu'est-ce que veut dire la transmission au travers des âges, au travers notamment de l'histoire de France. Et donc, on a demandé à Odilon de nous raconter l'histoire de la transmission en France. En 2 minutes. En 1 minute. C'est vrai qu'on avait été alerté dans un atelier par le fait que on faisait état de sachants qui ne voulaient pas transmettre ou qui étaient réticents à transmettre des informations opérationnelles à leurs collègues et donc qui traitaient leurs collègues comme des concurrents, introduisant la concurrence à l'intérieur de l'entreprise alors que l'entreprise doit faire corps, comme le mot anglais l'indique, corporate, et que justement c'est ce mot qui a évoqué l'idée d'aller regarder du côté des corporations par association molle d'idées. Et alors effectivement, en ce qui concerne l'étymologie en latin, transmissio ou transmetto aussi, contient va vers des sens du genre abandon, renoncement. Le renoncement, on transmet un héritage, on l'abandonne, et donc le sentiment de la perte. Et inconsciemment, le mot lui-même est réticent à faire fonctionner la transmission. Alors on a regardé un peu, mais superficiellement, parce qu'on n'est pas spécialiste ni historien, de ce qui se passait notamment dans un type de transmission qui est resté quand même plusieurs siècles actif en France, qui est la transmission des corporations. Et cette transmission, elle est, comment est-ce qu'on peut la définir assez rapidement? Elle est ritualisée. Elle est ritualisée dans un contexte qui est un contexte de mythologie légendaire. Et cette mythologie elle-même est sacralisée par la présence par le saint patron, la corporation se mettant sous l'égide d'un saint patron, et en même temps, sous cette égide, peut pratiquer des liturgies, des cérémonies, etc. Elle est ritualisée et elle est, on va dire, hiérarchisée, puisqu'il y a 3 grades. Et il y a des initiations à chacun de ces grades. Et finalement, ces initiations, on peut les décrire comme étant un don contre don symbolique, le don étant la transmission et le contre-don étant, d'une part, le fait d'avoir à faire éventuellement un chef-d'œuvre
un chef-d'œuvre, de passer justement les épreuves, mais surtout de prêter serment sur le secret. On ne transmet pas le secret des savoir-faire à l'extérieur. Et l'hypothèse, c'est que justement, c'est la butée du secret qui facilite, qui neutralise la réticence à la transmission. En fait, donc les trois âges de la transmission, donc les corporations, on est passé ensuite à la transmission publique après la Révolution française. Je vais passer assez vite là-dessus, et la transformation. Je vais ajouter quelque chose. Oui, je veux dire, il est probable que, comme ça a duré très longtemps, ce type de transmission, ça a imprégné l'inconscient culturel. Et du reste, on le voit, il y a des indicateurs du genre la franc-maçonnerie, et aussi, on n'en a pas parlé là, mais le compagnonnage. Le compagnonnage qui naît, du reste, en réaction aux corporations pendant le Moyen-Âge, et qui n'est légitimé ensuite qu'au XIXe siècle, du reste sous l'influence de Lamartine et de Georges Sand, qui n'est légitimé à ce moment-là, et après la loi Waldeck-Rousseau qui autorise les syndicats et les fraternités qui n'existaient pas avant. Et par ailleurs, justement, le compagnonnage, lui aussi, récupère un certain nombre de méthodes propres aux corporations, pas tout, puisqu'il refuse et récuse le titre, le grade de maître, et remplaçant par le compagnon fini. Et par contre, c'est sûrement quelque chose qui peut être étudié de près, puisque c'est inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le patronage. Donc il faut regarder de ça près. Or, moi j'ai observé qu'il existait de la littérature qui apparaissait du genre sur les rites dans les entreprises, ou les nouveaux rites dans les entreprises. Et l'idée, ça serait évidemment de regarder quel parallèle et transposition on peut faire à partir de l'inconscient de la transmission corporatiste ou compagnonnage dans des formes masquées, voilées, de rites dans les entreprises. Donc, cette fresque historique là, sur les âges de la transmission, enfin, ça nous a inspiré sur quels sont les leviers d'une transmission réussie. On appelle ça la transmission 3D. On vit dans une ère numérique où, par le numérique, il y a un partage énorme possible. Rodolphe en donnait un exemple tout à l'heure avec les universités digitales. Donc c'est le levier qu'on a en bas à droite, là, dans le petit schéma. Mais il ne faut pas négliger les deux autres. Un levier qui est plus de nature interpersonnelle, un peu comme celui qu'on avait dans les corporations, hein, un levier qui est plus public, ouvert, collectif, sur lesquels il faut également jouer. Donc on a deux leviers qui sont complémentaires. Et en fait, bon, cette histoire de la transmission nous enseigne la complémentarité qu'il faut trouver. On avait fait en fait un zoom sur un des leviers qui est la transmission interpersonnelle, en essayant de mettre en évidence un cycle d'un dirigeant qui veut transmettre. Alors il y a 4 étapes. La première étape, c'est déjà qu'il puisse se convaincre qu'il faut le faire. Il y a une transformation personnelle en disant c'est le moment de le faire. C'est le point de déclencheur. Après, il y a, si je commence en haut, il y a un choix. Il faut qu'il choisisse une personne qui en est digne, avec cette notion de dignité à ses yeux. Et là, c'est ce dont il est question, on est au niveau de l'intuition, c'est la communauté d'esprit. On reconnaît une communauté d'esprit principalement dans cette personne. Ensuite, on est dans un deuxième temps dans ce cycle où il faut transmettre les facteurs de production, son écosystème. Et là, ça se fait beaucoup par l'observation, par l'accompagnement, par tout un parcours où va y avoir cette transmission. Puis ça se termine un peu comme le disait Odilon tout à l'heure. Il y a un chef-d'œuvre. Alors c'est une sorte de rite initiatique où à un moment donné, il y a réappropriation et dépassement par la personne qui prend la place et qui accomplit ce cycle en fait et qui le termine. Donc c'est forcément un peu exploratoire ce que je vous dis là, ça peut paraître un peu théorique, mais l'idée c'était de pouvoir interpeller alors soit des craftpots, soit des managers de craftpots ou des dirigeants s'il s'agit de la transmission de l'entreprise, en leur disant mais quel chemin vous allez parcourir, hein, de quoi s'agit-il, voilà. Donc c'est l'idée de cet outil.